que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. Il était une fois le 5 de Chanel. Mais le 5, c'est aussi un parfum. Alors aujourd'hui, c'est un numéro spécial parce que j'ai avec moi Isabelle Sadou, la voix du parfum. Bonjour Isabelle. Bonjour Anne. En effet, le numéro 5, c'est un bijou, c'est un parfum. Et comme j'aime faire entendre ce qui habituellement se sent, je suis ravie aujourd'hui de partager avec toi cette épopée du numéro 5 dont on fête cette année le centenaire. Alors, justement, le 5, c'est le chiffre de mademoiselle. Est-ce que, parce qu'on le sait, Gabrielle Chanel est superstitieuse, elle a beaucoup de superstitions. Mais avant de parler de l'ensemble de tous ces symboles, le 5, comment on a mis ce nom sur ce parfum? Dans un contexte, donc les années 20, 1921 en particulier, les parfums ont des noms assez alambiqués, ils ont des formules très simples, et Gabrielle Chanel a envie de prendre le contre-pied de ce contexte créatif. Ce n'est pas un hasard si elle a choisi le numéro 5. Deux versions existent. En effet, le parfumeur dont on va parler tout à l'heure, auquel elle a fait appel, a fait plusieurs essais et elle a choisi le numéro 5. Et je vous dirai tout de suite pourquoi. Et l'autre explication, c'est que le chiffre 5 est son chiffre fétiche. Elle aime à lancer ses collections le 5 du mois de mai chaque année. Voilà, quelques explications sur ce chiffre 5. Il y en a d'autres. Oui, parce que Chanel aimait beaucoup s'entourer de symboles. Alors on sait que, du moins dans les bijoux, ces différents symboles sont bien sûr le 5, mais il y a aussi le 8, il y a aussi les lions, il y a aussi les camélias et les épis de blé, et puis les croix, bien entendu, avec différentes matières, dont celle qu'elle préfère est bien sûr le cristal de roche, parce qu'il est protecteur. Et donc, il me semblait que le 5, alors évidemment, il y a plein de légendes sur le 5. Elle aimait elle-même noyer son histoire. Et donc, une fois, elle a dit qu'elle était née un 5 mai. Bon. Et puis après, non, elle a préféré finalement le mois d'août. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on sait sur Chanel et qu'en fait, on ne sait pas. Et c'est ça qui est vraiment passionnant sur ce personnage. Personnage dont elle entretient elle-même la légende et aujourd'hui qui persiste et qui fait qu'elle est devenue presque immortelle. Absolument. Alors, ce 5 de Chanel. Alors, comment est-il né ? Gabrielle Chanel aimait être entourée d'artistes. Pablo Picasso, Jean Cocteau, Igor Stravinsky, Erik Satie, à une ère artistique en folie avec la naissance du dadaïsme et de l'abstraction, les lignes noires de Malevich, la géométrie de Mondrian. Et dans cette euphorie créative, elle aime à rencontrer à Paris et à Grasse tous ces artistes. Pour créer ce parfum, parce qu'elle décide un jour qu'elle aussi, elle aura son parfum, elle créera son parfum pour les femmes, pour la femme qu'elle est en train d'imaginer, elle fait appel à Ernest Beau, qui est un parfumeur qui a exercé en Russie, la Russie des tsars, et qui est exilé en France depuis la Révolution de 1917. Alors lui, il a déjà travaillé sur les parfums et il est un peu à l'avant-garde de la parfumerie parce qu'il travaille sur des formules de synthèse, des molécules de synthèse plus précisément, et il va lui créer une formule à base d'aldéhyde. Et elle ne sait pas encore exactement l'impact que va avoir cette formule. On sait qu'à l'époque, en fait, Ernest Beau veut prendre le contre-pied des parfums en vogue depuis le début du siècle. François Coty et ses beaux parfums sont à l'avant-garde en ayant utilisé des molécules de synthèse avant Ernest Beau. Mais lui, il va aller plus loin et Gabrielle Chanel demandant un parfum artificiel comme une robe, dit-elle, c'est-à-dire fabriqué. Je ne veux pas de roses, de muguet, etc. Je suis un artisan de la couture et je veux un parfum qui ressemble aux femmes qui vont la porter. Et il va innover avec ses molécules de synthèse. Il va faire un certain nombre d'essais. Elle va choisir le numéro 5. Et dans cette formule confidentielle, cachée bien sûr aujourd'hui, il y a plus de 80 matières premières, 80 éléments qui font qu'aujourd'hui, le parfum reste dans la légende. Alors, si je comprends bien ce que tu m'expliques, avant Chanel, les gens se parfumaient, ou les femmes se parfumaient. Est-ce que les hommes se parfumaient d'ailleurs ? Oui, aussi, ouais, un peu moins, mais aussi. Ils se parfumaient avec une odeur toute seule. Florale, beaucoup de fleurs. Mais seules, quand on dit des soliflores, un jasmin, une rose, les mélanges étaient encore peu travaillés. Et du coup, la première innovation qu'elle fait, c'est bien de mélanger différentes odeurs, en fait. De mélanger différentes fleurs, mais différentes à plus de 80, c'est quand même énorme, et d'y ajouter cette molécule de synthèse qui va donner au parfum cette fraîcheur, ce côté fusant qui est complètement innovant à l'époque. Donc, si je suis ce que tu me dis,
au-delà du fait qu'il y avait 80 essences dans ce parfum, il y avait une potion magique, et c'était ça, l'aldéhyde, c'est ça? L'aldéhyde, oui. Alors, potion magique, c'est une manière de dire en effet que cette molécule de synthèse issue de la chimie, qui est depuis est complètement rentrée dans les mœurs de la parfumerie, on ne peut plus concevoir de parfumerie sans synthèse parce qu'on ne peut pas reproduire toutes les odeurs de la nature. Donc, heureusement qu'on a la chimie pour ça. Et là, Ernest Beau va le pousser à l'extrême à une époque où c'est encore très prudent, on va dire, ou très timide. Et en ajoutant cette molécule d'aldéhyde aux 80 essences dont tu viens de parler, il va donner cette fraîcheur et cet aspect fusant. Et surtout, il va rendre la formule difficilement, voire impossible à copier. Et c'est ce que voulait aussi Gabrielle Chanel en voulant créer ce parfum d'une qualité telle qu'on ne pourrait ni le copier, ni lui reprocher de ne pas avoir su s'y prendre, elle qui ne connaissait rien au parfum. C'est amusant, ça fait aussi partie de sa légende. Et du coup, Ernest Beau va faire appel à son inspiration technique, mais aussi à ses souvenirs en Russie. Et c'est pour ça que le mélange donne cette euphorie qui existe encore aujourd'hui. En fait, ça me semble très caractéristique de Chanel, parce que, tu vois, si je te parle des bijoux, eh bien, là aussi, il y a la profusion. Dans son parfum, elle a mis 80 essences, mais en fait, sur elle, alors que même elle dessinait exprès des modèles extrêmement raffinés, extrêmement épurés, un vêtement qu'elle voulait simple, qui libérait la femme. Elle avait enlevé les couleurs, elle prenait du noir, du beige, du blanc. Et à côté de ça, au niveau des bijoux, c'était la profusion. Et elle mettait des colliers, et elle mettait des sautoirs, et elle mélangeait le toc et le vrai, qui était là aussi un total scandale et un anachronisme total à l'époque. En plus, avec un sens de la couleur. C'est-à-dire qu'autant ses vêtements étaient noirs et blancs, autant dans ses bijoux, à part les perles, eh ben, il y avait un mélange à la fois de verroterie, très très coloré, et un mélange de pierres très colorées, où en plus elle mélangeait, comme d'hab, le précieux et le moins précieux. Et les saphirs à côté des citrines, et les rubis à côté des topazes et des aigues marines. Tu vois, c'est quelque chose de très bizarre chez cette femme, d'avoir toujours les deux extrêmes. L'extrême dépouillement à côté de l'extrême profusion. C'est ce qui fait sa caractéristique, où elle associe la sobriété avec cette profusion, la simplicité avec une espèce d'effervescence, et elle joue sur les deux tableaux, ce qui lui permet, à mon sens, de toucher le plus grand nombre de femmes, de faire en sorte que le plus grand nombre de femmes se reconnaissent dans ces lignes, épurées par exemple pour les lignes du numéro 5, on va parler du flacon tout à l'heure, et pour les lignes de ces tenues. Et en même temps, si on parle du camélia, qui est la fleur de profusion par excellence, on retrouve ce paradoxe, ou peut-être pas ce paradoxe, mais cette richesse de personnalité. Pourquoi tu parles de profusion sur les camélias ? Le camélia, elle l'utilise sous plein de facettes. En bijoux, tu vas nous en parler mieux que personne, mais on sait que par exemple, quand elle a écouté La Dame au camélia avec Sarah Bernard, elle en a pleuré d'émotion. C'est la première rencontre avec le camélia. Marcel Proust, qu'elle fréquentait, ses amis dandy, le portaient au revers de leur veste. Par définition, le camélia n'exhale pas d'odeur, alors que c'était sa fleur préférée. Donc évidemment, on ne la retrouve pas dans son parfum. Et puis, on voit la fleur se décliner, brodée, gravée, imprimée, froissée, filochée, en mousseline, en satin. Ça, c'est toute la collection de ces tenues. Et puis, tu vas nous le raconter, en gouttes de diamant, en gouttes de rosée, en broche, en collier, en sautoir. Et cette profusion dont on parle à l'instant, elle est exprimée par cette fleur-là, et en même temps par la formule du parfum, mais équilibrée par des lignes très épurées dans les tenues et dans les lignes graphiques. Ce qui est aussi étonnant, c'est, comme tu le soulignais, ses inspirations. C'est-à-dire que le noir et le blanc, c'est quand même très européen. Et à côté de ça, à travers aussi ses différents dessinateurs, elle va avoir des inspirations complètement différentes. Tu vois, dans les dessinateurs, il va y avoir Paul Iribe, par exemple, pour la collection de 1932. Mais dès 1924, elle fait appel à Étienne de Beaumont. Et tout de suite après, à partir de 1933 à peu près, elle fait appel à Fulco di Verdura. Et alors, lui, il est inspiré du médiéval et de la Renaissance. Et c'est notamment avec lui qu'elle va créer la fameuse manchette émaillée, la grosse manchette, avec une croix de Malte, qui est donc, tu vois, une inspiration totalement différente. Après, bien sûr, il va y avoir l'époque Gripois. Enfin, je dis après, mais c'est vers les années 30, donc c'est presque concomitant. Et l'époque Gripois, c'est complètement différent. C'est de la pâte de verre, très, très colorée, et c'est des inspirations très florales et très végétales.
Et puis là-dessus, elle va, bien sûr, il y a le passage de l'art déco où il va y avoir ces longs sautoirs extrêmement géométriques avec beaucoup de cristal de roche, comme d'habitude. Mais elle va tout de suite après, vers 54, avec Robert Goussen, retomber dans ses inspirations étrangères. Il va y avoir Venise, il va y avoir Byzance, il va y avoir les inspirations perses, mais aussi celtes. Et elle va ressortir encore des croix en cristal de roche, des croix avec des turquoises, des croix très bizarres, des médailles et beaucoup de couleurs, toujours beaucoup de couleurs. Et ça, c'est vraiment très, très étonnant. Ça me fait penser à tout ce que tu décris à son entrée au musée d'art moderne de New York, le MoMA, où finalement, quand Andy Warhol s'est emparé de la collection, a exprimé et a illustré toutes les collections et toutes les lignes graphiques avec énormément de couleurs. Et là aussi, ça fait écho à cette... c'est pas de l'ambivalence, c'est vraiment une personnalité très complète. Mais pour revenir sur les croix, t'insistes beaucoup. Est-ce qu'il y a une histoire avec les croix ou est-ce que c'est historique? Mais en fait, c'est pas que j'insiste tout ça beaucoup sur les croix, mais elle en met beaucoup. Elle est très inspirée, tu vois, de l'art byzantin, où il y a beaucoup de croix. Elle est très inspirée du médiéval, où il y a beaucoup de croix. Et dans toutes ces civilisations, il y a énormément de croix. Alors, est-elle religieuse? Est-elle superstitieuse? Je crois que c'est les deux. Il y a un peu des deux. Elle a reçu une éducation religieuse assez stricte et j'ai lu, alors mythe ou réalité, qu'elle se serait inspirée des vitraux pour ses double C. Alors on dit aussi que les double C du camélia, c'est toute la littérature sur les double C est assez fascinante, mais je pense qu'il y a un fond de quête spirituelle qu'elle n'exprime pas et qui est propre à sa vie, quoi. Oui, et puis comme elle a justement fait, défait et refait sa légende, c'est ça qui est génial. Super. Parce que on peut soit chercher une vérité, mais quel intérêt sur un personnage aussi fascinant? C'est un héros mythologique, donc il faut le prendre avec tous ses symboles et se les approprier, ou pas. Ou pas, avec ses qualités, ses défauts. Voilà. Donc, tu disais, le 5 est une innovation en termes de jus, etc. Et le 5 est une innovation pour le flacon. Ah oui, alors le flacon, au même titre que les formules jusqu'à maintenant qui étaient un petit peu sophistiquées, les flacons aussi étaient sophistiqués, les lignes graphiques étaient très recherchées. On le voit dans les collections qui sont de la fin du 19e, début 20e. Le flacon carré, lui, affiche une ligne très épurée. Il résume le luxe, le raffinement, la sobriété et la discrétion, tout en même temps. Et ça fait écho à la modernité et à l'abstraction dont on parlait tout à l'heure, ce mouvement artistique de l'abstraction. Et cette radicalité se retrouve dans les étuis en cartonnage très simple et à l'étiquette très sobre, avec ce fameux double C inscrit en monogramme. Et assez vite, le caractère artisanal n'est plus suffisant pour assurer la production. Et c'est alors qu'en 1924, la couturière s'allie avec les frères Werthmeyer pour fonder la société des parfums Chanel qui diffusera ses produits dans le monde entier. Et donc on a un flacon qui abrite une fragrance très complexe, très subtile et très séduisante, et un étui très simple, très rigoureux, très strict, un peu militaire, très très sobre comme on le disait, qui fait sans doute référence aux lignes géométriques du Bauhaus, le flacon original qui est inspiré d'une autre toilette masculine trouvée dans une trousse de voyage du joaillier Charvet. Mythe ou réalité, on ne sait pas. Donc complètement radical, et ce numéro, c'est la première fois qu'on ose donner à un flacon un chiffre, alors que jusqu'à maintenant, si on regarde la littérature des flacons, il y a des noms de fleurs, des noms poétiques, des histoires qui se racontent derrière des expressions. Donc là, elle prend vraiment le contre-pied, et là aussi, c'est très innovant. En fait, c'est exactement la même chose sur son porté. C'est-à-dire que à l'époque, effectivement, on porte les bijoux en fonction des moments de la journée, bien entendu, et en fonction des tenues. Et tout ça est très, très réglementé. Les diamants, c'est pour le soir, le perle, c'est pour la jeune fille, etc., etc. Et elle, non seulement elle les mélange, évidemment, mais elle les porte d'une façon différente. C'est-à-dire que les bijoux sont les bijoux, ok, mais les ceintures sont des bijoux. Et les boutons sont des bijoux. C'est-à-dire qu'elle ponctue comme ça chacune de ses tenues d'un bijou, et d'un bijou qu'elle veut toujours transformable, souple, repositionnable. Une broche, ça se porte sur le devant, d'accord. Ça peut servir de fermoir à la veste. Ça peut se mettre sur la ceinture, ça peut se mettre sur l'épaule, ça peut se mettre dans le dos. Et quelquefois, ces pièces sont complètement aussi démontables, un peu dans l'esprit du 19e, mais au lieu qu'ils servent, par exemple, de passer du grand collier à la tiare, elle, non. L'idée, c'est de rendre les choses simples. Et on clip sur le chapeau, et on clip sur la veste,
Et tout ça donne un porté extrêmement léger qui permet d'allier non seulement les moments, mais les tenues. De la même façon, il est de bon ton de porter un collier, très très gros, mais un collier. Elle en porte plein, mais beaucoup à la fois. Elle accumule, elle superpose. Encore une fois, cette idée de profusion. Elle va le mettre sur l'épaule comme sur la hanche. Elle va le mettre sur le vêtement comme sur elle, comme sur le chapeau. C'est-à-dire que le bijou est essentiel parce qu'il est accessoire, ou il est accessoire parce qu'il est essentiel, comme toujours. Et dans ce porté, il va y avoir une sorte de progression. C'est-à-dire qu'il y a le moment où il y a le sautoir, ça c'est les années 20, et après le sautoir, tout s'enrichit. C'est-à-dire qu'elle enroule les sautoirs autour de ses bras et elle sort ses manchettes. Elle enroule 1, 2, 3 couches de collier et il faut toujours que ça soit de plus en plus. On rajoute les colliers, on rajoute des chaînes au sac, on rajoute des chaînes aux chaînes, on mélange les sautoirs de perles avec les sautoirs de chaînes et on rajoute des médailles. Donc il y a toujours cette idée d'accumulation. Et alors là, ce qui est marrant finalement, quand tu me racontes, c'est que le parfum, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la richesse est à l'intérieur. Ouais. Et le flacon est extérieurement tout épuré, alors que si c'est tenu, c'est la toilette est épurée et on l'enrichit du bijou qui devient l'essentiel de l'accessoire. En 100 ans, le flacon a très très peu changé de silhouette. Il faut avoir les 5 versions principales sous les yeux pour voir que peut-être justement en 1924, le bouchon est devenu octogonal ou en 1950, le col est très légèrement relevé. Mais c'est très très difficile de percevoir cette évolution. Et en écho à ce que tu disais sur les moments de la journée, quand elle a lancé son parfum, elle a dit, texto peut-être pas, mais j'aimerais que les femmes portent le parfum et le mettent là où elles aimeraient être embrassées. À bon entendeur. Alors du coup, c'est pas étonnant que ce soit Marilyn qui en ait fait un mythe. Alors, mythe, j'ai entendu Marilyn répondre à la radio, mais que portez-vous la nuit ? Et avec son cher accent, je porte numéro 5 de Chanel. Et depuis cette date, évidemment, le parfum est devenu une icône, au même titre que Marilyn. Il y a un deuxième événement aussi qui est pendant la guerre, ou plutôt à la sortie de la guerre, tous les GI sont repartis aux États-Unis avec un parfum numéro 5 pour leur femme ou leur famille. Donc c'est vrai que Marilyn a fait partie peut-être spontanément de la publicité, est devenue la première égérie, ce qui n'était pas du tout le cas dans les années 20, on n'avait pas spécialement d'égérie. Coco Chanel a posé au Ritz comme étant sa propre égérie, même si ce mot n'était pas employé. Mais Marilyn, dans les années 50, a vraiment été un propulseur de la marque incroyable. Peut-être. Aujourd'hui, on dirait une influenceuse. Aujourd'hui, on dirait ça. Exactement. Ce qui est intéressant aussi dans ce parfum, c'est qu'il traverse les âges, les époques et traverse les crises. Des parfums n'ont pas survécu à la crise économiquement et même dans leur fabrication, ce qui n'est pas le cas de Chanel numéro 5. Et du coup, ça me fait penser aussi que je crois que dans les années 30, elle s'est révélée plus créative que jamais en termes de bijoux. Raconte-nous. En fait, voilà, c'est la collection de diamants de 1932. Alors pourquoi je dis là ? Parce qu'en fait, justement, si elle crée des bijoux fantaisie, elle ne créait pas des vrais bijoux. De temps en temps, effectivement, on la voyait mettre des vraies pierres dans une collection, mais elle n'était pas joaillière, elle ne se définissait pas joaillière, alors qu'elle se définissait comme la première femme couturière et parfumeuse. Elle se définissait absolument pas comme joaillière, et justement, elle était connue pour porter le toque. Et en 1932, elle lance une exposition qui est sa première collection de haute joaillerie, la collection de diamants de 1932. Alors on pourrait être particulièrement choqué en disant mais bon, il y a eu la crise de 29, hein, qu'est-ce qu'elle va nous sortir des diamants en 32 ? Un petit peu provocateur peut-être. Alors oui et non. D'abord, elle a été démarchée par la Diamond Corporation Limited, c'est-à-dire la suite, si tu veux, du syndicat de Beer, les producteurs de diamants, qui justement, après la crise, il y a moins de consommation de diamants, ils veulent relancer les diamants. Donc, ils lui donnent des diamants et ils lui disent faites-nous quelque chose. Parce que justement, elle incarne la mode et elle incarne quelque chose d'énorme au niveau du style et de la femme. Bon, et elle a un rayonnement en plus international. Évidemment, à cette occasion, ça va lui apporter plein de soucis avec l'Union française de la joaillerie qui va dire alors comment ça se fait que ce sont les Anglais et les Américains qui nous dictent ce qu'on doit faire, ils sont pas contents du tout. Bon, en dehors de ça, elle, ce qu'elle table, c'est qu'elle dit que quand on est en crise, on doit se référer à l'authentique. Et donc, les diamants sont authentiques. Et c'est pour ça qu'elle crée cette collection en disant on va faire quelque chose qui va être du vrai, qui va rester quelque chose sur lequel on peut tabler. Ensuite, elle est super innovante parce qu'elle ne fait pas
une vente, elle fait une exposition. Et cette exposition, elle est payante l'entrée. Ça coûte 20 centimes, ce qui, en soi, n'est pas grand-chose, hein, mais qui pose bien le fait qu'elle fasse une expo et non pas simplement une vente. Et ça voulait dire aussi que c'était ouvert à tout le monde. Alors évidemment, les premiers jours, c'est tout le Gotha qui y va, mais en fait, Paris entier a pu aller visiter cette expo, qu'elle fait en plus chez elle, qui est à l'époque au 29 de la rue du Faubourg Saint-Honoré, dans l'hôtel de Rohan-Montbazon. Ça veut dire que tout le monde peut admirer son intérieur. Donc je ne sais pas si tu imagines, elle est en train non seulement de faire une expo, au lieu de faire une vente, mais en plus de créer ce qu'on appelle une expérience de vente. Ce pourquoi tout le monde court aujourd'hui dans le luxe en disant qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour les clients. Et elle l'a inventé, on est en 1932. Ensuite, elle fait plus fort. Cette entrée qui est payante, elle ne se garde pas l'argent. Les recettes sont pour 2 associations. Alors, évidemment, les noms fleurbont l'époque. C'est la Société de la Charité Maternelle de Paris et l'assistance privée à la classe moyenne. Donc, il ne faut pas rester centré sur les noms des associations de l'époque. Mais elle a déjà compris qu'en période de crise, c'est au luxe qu'on demande de s'investir dans la société et de faire du caritatif. Ce qu'on vient de vivre là, finalement. Et en plus, dans cette exposition, elle met en scène sur des mannequins de cire qui sont coiffés, maquillés avec de vrais cheveux, ces bijoux entourés de moires noires pour ceux du soir et couchés sur de la fourrure pour ceux de l'après-midi. Donc elle révolutionne complètement l'espace de vente, elle crée de l'expérientiel et elle fait une œuvre caritative. 3 en 1 à l'époque où c'était pas encore imaginé. Avec ce qu'on vient de vivre, on se rend d'autant plus compte à quel point cette femme était particulièrement en avance sur son temps. Grande intuition, elle était très précurseur et en même temps une volonté, alors je ne sais pas si c'était très conscient ou elle était bien entourée, mais de casser les codes. Tout ça, c'est très très innovant et presque révolutionnaire. Mais aujourd'hui, on en voit les retombées et les inspirations. D'autant plus que quand tu dis casser les codes, bien sûr, ces bijoux sont souples, démontables, transformables, complètement en platine, ce qui est une innovation, puisque le platine est pierre précieuse depuis 1912. Donc c'est très très récent, c'est le matériau innovant par excellence. Ça donne donc une collection de diamants toute blanche, donc encore plus brillante, t'imagines. Et bien sûr, le dessinateur, c'est Paul Hérib. Donc tout est très novateur dans cette collection. Il y aura même une bague entre doigts. T'imagines ces bagues ouvertes dont on dit que c'est la mode aujourd'hui, qu'on vient de réinventer. Eh ben, elle les avait déjà sorties en 32. Quel visionnaire, incroyable. Alors bien sûr, elle utilise tous ces codes. Il y a les comètes, il y a les plumes. Bon, tous ces symboles sont là, bien sûr. Mais elle avait déjà imaginé un porté différent, une manière de vendre différente, une manière de montrer différente, ce fameux luxe expérientiel qu'on n'arrête pas de parler. Et en plus, bien sûr, la Fédération française va pas aimer ça. Donc, on va lui demander de démonter ces pièces. Et elles seront démontées. Et aujourd'hui, il reste 2 pièces. Uniquement 2 pièces. La broche en plume qui avait été arborée par Marie-Laure de Noailles. Et surtout, la broche comète que la maison Chanel vient juste de retrouver, de racheter. Et qui maintenant fait partie de son patrimoine. Et qui est vraiment la seule pièce qui reste de cette collection de l'époque. Superbe. Très belle histoire. Alors Anne, tu viens de parler d'expérience, elle était à l'avant-garde de cette expérience client. Au centenaire, ces années du centenaire du numéro 5, on a pu vivre une expérience assez particulière où le luxe et les objets du quotidien se sont donné rendez-vous. Et là, c'est assez amusant, on a découvert une collection de 17 objets du quotidien. Un gel douche, un tube de peinture, un galet de bain, une boîte à thé, une boîte de cirage. Autant de contenants qui sont très communs dans notre quotidien, mais dont le contenu sent le numéro 5. Et donc, c'est cette rencontre entre le luxe et le quotidien qui permet de faire écho à cette expérience dont tu parlais tout à l'heure et de rendre accessible au plus grand nombre cette senteur, peut-être pour donner envie ensuite de se procurer l'eau de toilette, l'eau de parfum et toutes les fragrances qui ont été déclinées sur le numéro 5. Ça s'appelle la Chanel Factory 5, qui rappelle donc la jeunesse et avant tout l'état d'esprit dans lequel a été créé le numéro 5, cette volonté de faire un pas de côté, de casser les codes, comme on l'a vu tout à l'heure,
parfumeur, tout en gardant la liberté d'être soi malgré les apparences, avec ce côté léger et frivole, clin d'œil, parce que mettre une crème numéro 5 ou un parfum dans une boîte de cirage ou dans un tube de peinture, un petit écho, un petit clin d'œil au pop art, ça a un côté ludique, ça fait du bien en ce moment, et en même temps, ça rappelle toute l'intuition qu'a eue Gabrielle Chanel quand elle a lancé son propre parfum en 1921. En fait, moi, je vois peut-être encore autre chose. C'est-à-dire que, tu vois, dans cette idée de 1932, de dire c'est la crise de 29, le monde est ruiné, et de se dire, bon, ben, le luxe dure, donc je fais une collection de diamants. Aujourd'hui, où on a eu un autre genre de crise, les gens se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de consommer encore une fois de l'authentique. Mais l'authentique n'a plus le même sens. L'authentique, ça a été, puisqu'on était enfermés, ça a été le quotidien. Ça a été les gens de tous les jours et les gestes de tous les jours. Ça a été les queues devant chez Carrefour, qui était le seul magasin ouvert. Et donc, peut-être que justement, cette collection spéciale que tu viens de nommer, en fait, c'est le nouveau du luxe, c'est-à-dire que le luxe, c'est le quotidien, et un quotidien qui doit être magnifié parce qu'on est peut-être emprisonné avec. L'objet fonctionnel devient objet de luxe, ou l'objet de luxe se transforme en objet fonctionnel. C'est exactement ça. C'est tout à fait une réflexion nouvelle dans le luxe d'aujourd'hui, où à la fois on veut chercher une expérience différente, une communication avec la marque, mais en même temps, on veut de l'exception, et en même temps, on veut pas avoir l'air de l'exception inutile. C'est un peu tout ça en même temps, tu as raison. Donc, dans le même esprit, tu vas nous présenter une collection de bijoux assez originale, en différentes facettes en fait, du parfum, puisqu'il y a la collection du flacon, du bouchon, du numéro 5 et du sillage. Et quand on est devant, on reste un peu bouche bée. Eh oui, c'est-à-dire que justement pour cet anniversaire, Chanel a décliné chacun de ses items en bijoux. Alors, je vais t'avouer un truc, j'arrive pas à te dire quelle pièce je préfère. Je peux pas. Tout simplement, je peux pas. Alors, si tu veux, on va regarder tous les deux, tu vas choisir et moi aussi. Alors d'abord... On va se faire plaisir. Ouais, il y a le bouchon. Alors, dans cette collection, le bouchon, évidemment, c'est une taille émeraude de forme rectangulaire qui rappelle bien sûr la place Vendôme, mais aussi la façon dont le flacon est taillé. Alors, la collection s'appelle Stopper. Alors, il y a Blubli. Alors, je sais que tu avais aimé les boucles d'oreilles. Les pendentifs Bubbly Stopper, coup de cœur. Je veux bien les essayer. Oui, bon, il y a quand même... Ils sont donc tout hexagonales, parsemés de perles et de diamants, avec une légèreté, puisqu'il y a 2 cercles l'un à l'autre. C'est vraiment la forme de la taille émeraude et donc de la place Vendôme. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour le Crystal Stoppers. En fait, c'est une bague entre doigts. J'aime bien l'entre-doigt. C'est une bague entre doigts où il y a tout simplement un cristal, je dis tout simplement, mais bon, un cristal de roche magnifique qui est posé entre les doigts et un diamant central. Juste 1 carat 2, donc je suis modeste, tu vois, bon, juste la pureté totale, tant qu'à faire, mais c'est ce grand morceau de cristal de roche qui est vraiment comme le bouchon. Ça paraît simple, j'adore quand ça a l'air simple. Ça paraît très simple et une forme rectangulaire assez banale, mais la mise en diamant, ça ne l'est plus du tout. C'est fabuleux. Alors effectivement, pour le soir, moi je prendrais bien la bague Diamond Stopper. Alors celle-là, de profil, c'est vraiment le flacon, mais bon, il y a quand même un diamant taille émeraude de 5 carats 21. Juste ça, quoi, en fait. L'élégance. Après le bouchon, on peut s'arrêter sur le flacon. Le flacon carré. Alors là, tu vois, le flacon carré a été décliné en toutes les silhouettes. Soit dans une silhouette géométrique, soit l'intérieur du flacon. Et en plus, on voit ruisseler les gouttes de parfum. Oui, parce que du flacon sortent les cascades de gouttes. Et là, en sautoir, en pendentif, c'est cette cascade et ces gouttes qui coulent distinctement sont de toute beauté. Le Sparkling Silhouette, c'est ce que je préfère, parce qu'on dirait une esquisse. Et cette esquisse est géométrique et jetée comme ça. Et je trouve que c'est vraiment une forme très intemporelle et très pure. Alors après, évidemment, il y a le numéro qui est décliné. Et là, on voit vraiment... Parce que ce que je trouve intéressant, c'est le porté asymétrique des boucles d'oreilles. C'est-à-dire qu'il y a toujours le numéro 5 qui est rappelé, et il y a toujours cette goutte de parfum qui sort, mais elle est soit près de l'oreille, soit le long de l'oreille, et j'aime beaucoup ce côté asymétrique. Et le numéro 5 qui allie dans sa forme la rigueur de la ligne, rectiligne, et l'arrondi du 5 qui, bien sûr, évoque le C de Chanel. C'est d'une grande inventivité et en même temps, ça exprime bien
la marque. Alors après, on va rentrer plutôt dans ton domaine. C'est-à-dire qu'ils ont décliné les fleurs. Alors, ils n'ont pas décliné toutes les fleurs. Tu m'as dit qu'il y avait 80 composants. Là, quand même, ils n'ont pas tout mis. Non, en effet, là, au cœur de la fragrance, donc on a évoqué le jasmin de Grasse, la rose de mai, l'ylang-ylang qui fleurissent et qui donnent toutes ces couleurs aux bijoux. Elles sont travaillées vraiment en intensité et elles sont déclinées. Alors, il y en a une en particulier, la Grasse jasmine, le collier asymétrique une fois de plus, avec une grande légèreté. Le jasmin, qui est d'ailleurs en ce moment cueilli avec délicatesse dans les champs de Grasse, c'est une petite fleur blanche transparente en étoile. Et là, les bijoux que l'on voit qui ont été créés autour du jasmin sont à l'image de cette délicatesse. On n'attend plus que son odeur qui sorte de la bague. Peut-être qu'on le fera un jour, on l'inventera. Et puis la rose de mai, également déclinée sur une bague. Alors la rose de mai, c'est la rose centifolia, également c'est son nom, qui est recueilli au mois de mai et qui est de plus en plus utilisé parce que des champs sont à nouveau cultivés. Les champs de roses sont à nouveau cultivés, même si beaucoup de roses de centifolia et de roses utilisées dans le parfum viennent de l'étranger, Tunisie en particulier. Là, sur la bague... c'est une grosse broche. Une grosse broche. Les deux sont vraiment à l'image de cette généreuse fleur au parfum très très particulier. Alors, sur l'ylang-ylang, il y a une seule bague qui est en cristal de roche et en dessous, il y a des diamants, mais aussi des saphirs jaunes. Pourquoi c'est une fleur jaune ? Oui, c'est une petite fleur jaune qui est issue de l'arbre qui est entourée de feuilles vertes de Madagascar. C'est une plante qui est aussi cultivée aux Comores et qui a une odeur assez particulière, mais c'est vrai que sa couleur jaune pâle n'a rien d'extraordinaire, mais en parfumerie, elle a beaucoup, beaucoup de ressources. Ouais. Et alors maintenant, on va finir par le sillage. Alors le sillage, si je me souviens bien, c'est le suivez-moi jeune homme. C'est exactement ça. C'est un mot que j'adore, qui évoque cette trace complètement transparente, imperceptible, invisible, mais tellement présente quand on porte un parfum qui a un sillage. Voilà. Donc le sillage du numéro 5 est très très perceptible et là il se décline en bijoux. En fait le sillage il fait écho à la composition d'un parfum et qui se fait selon la pyramide olfactive, à savoir qu'on a des notes de tête et là pour le numéro 5 on a parlé des aldéhydes, c'est celle qu'on va sentir en premier. Note de tête composée également de néroli et de citron, donc ça c'est ce qui va sauter au nez en fait. Ensuite les notes de cœur, donc composées de rose, de jasmin et d'ylang-ylang dont on vient de parler, donc c'est tout à fait cohérent avec cette collection. Et puis les notes de fond, vétiver, camille et iris, et c'est là où le sillage va être plus perceptible avec ces notes de fond qui vont laisser des traces à notre nez. Alors justement, il y a un collier qui s'appelle Golden Burst, qui est absolument fabuleux. Fabuleux, on peut le dire. On peut le dire. Donc j'imagine très bien qu'il symbolise à la fois les gouttes qui ruissellent sensuellement le long du corps, mais aussi ce qu'on laisse comme trace derrière nous. Enfin, si tant est qu'on nous regarde de dos, parce que là, c'est quand même un collier qui se porte devant. Alors, c'est un collier extraordinaire, dans le sens où il est tout en fil couteau, ce qui donne cette légèreté alors même qu'il y a une multiplicité de pierres. Bien sûr, le métal de base est blanc, ce qui laisse d'autant plus de place à la couleur des pierres, parce qu'on a du topaz et des diamants blancs et jaunes, et il y a même un diamant taille émeraude de 4,51 carats. Ça ruisselle et ça donne une impression de gouttelettes dans les couleurs ambre. Mais tout à fait, et c'est la palette colorée et olfactive du parfum avec ce rose très léger de la rose de mai, le blanc du jasmin dont on a parlé tout à l'heure, et ce jaune quasiment transparent de l'ylang-ylang, sublimé par ces notes de diamant qui donnent toute la qualité et du parfum et du bijou. Et donc, on adore cette collection. Voilà. Donc, le numéro 5, ils vivent encore parce que, franchement, là, c'est une collection extrêmement réussie pour les 100 ans et qui, tu me le confirmes, va tout à fait avec le jus. Oui, il se répond, le bijou et le jus se répondent, il y a énormément de complicité, c'est un très très beau travail. Bravo. Alors, évidemment, cette collection, c'est une je ne vais pas dire Access, on est loin de l'Access. Mais en plus de ça, le directeur du studio de création de joaillerie de Chanel, Patrice Le Guéraud, a imaginé une masterpiece extraordinaire qui témoigne à la fois, bien sûr, du flacon de parfum, du parfum numéro 5, et bien sûr de la maîtrise joaillère de Chanel.
Parce que je t'ai parlé de la collection 32, mais en fait, après, il n'y a plus de département joaillerie. Il n'est revenu qu'avec Karl Lagerfeld pour l'anniversaire. Et donc là, c'est vraiment un double anniversaire pour fêter ce savoir-faire joaillier de Chanel. Alors, c'est un parfum qui s'appelle le 55.55 parce que il y a un diamant extraordinaire de 55,55 carats qui forme le bouchon, ce qui évidemment est absolument exceptionnel, taille émeraude, c'est-à-dire comme la place Vendôme, et bien sûr comme le célèbre bouchon de ce numéro 5. Et ce collier comporte pas moins de 104 diamants ronds et 42 diamants baguettes. Évidemment, ils sont tous de la qualité des Flawless, c'est la plus magnifique. Alors, ce qui est aussi extraordinaire, c'est que ce collier, il n'est pas là pour être vendu. Il va rester dans le patrimoine de Chanel pour témoigner des 100 ans du numéro 5 et rester à jamais les témoins de l'histoire de la haute joaillerie de Chanel. C'est une très belle pièce. On a presque envie aussi d'imaginer qu'à l'intérieur du diamant s'échappe cette délicieuse fragrance. Comme l'étaient les anciens bijoux, il y avait des bijoux à parfum. Bon, ça, c'est une autre histoire qu'on pourra raconter un autre jour. Et donc, du coup, c'est pour ça que je trouvais que le symbole de ces liens entre le parfum et le bijou, c'était vachement bien qu'on le concrétise en parlant toutes les deux. Ouais, c'était un réel plaisir. Et en effet, le lien est fort et dense et évident. Merci Anne. Et merci Isabelle. À très vite. À très bientôt. Ainsi se termine cette histoire du centenaire du numéro 5 de Chanel en bijoux et en parfum, en interview croisée avec Isabelle Sadou du podcast La Voix du Parfum. Je vous invite à me mettre plein de mots doux sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast joaillier. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous sur le podcast Il était une fois le bijou, le podcast thématique de la joaillerie, pour le 7e épisode de la saison consacrée aux joailliers du rap, où nous entendrons l'historien du bijou Ghislain Aucreman nous parler de l'influence du porté décontracté des rappeurs sur le bijou masculin. Le dimanche suivant, notre rendez-vous sera sur ce podcast, Le bijou comme un bisou, pour une nouvelle histoire de bijoux. Et le 17, nous nous retrouverons sur Brillante, le podcast des femmes de la joaillerie où je recevrai Myrtille Mousson et Charlotte Van Broek, les créatrices du salon Timeless. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces 3 podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et encouragez-moi en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcast ou sur YouTube, mettez de jolis commentaires, c'est ce qui permet de référencer les podcasts. À dimanche pour votre prochaine histoire de bijoux.